Nous allons décrire cette monnaie en or qui est un solidus à la victoire. La victoire est une allégorie, un symbole représenté au revers de la monnaie. Cette monnaie n'est pas au nom de Clovis, qui est pourtant le thème principal de cette vidéo, mais elle est attribuée à l'empereur byzantin Anastase. Clovis étant le vassal de l'empereur byzantin, il n'avait donc pas le droit de frapper monnaie à son nom. Cette monnaie est datée entre 491 et 507. Son atelier monétaire est la Gaule. Elle a un diamètre de 20 mm pour un poids de 4,37 g. Sur l'avers est écrit la légende DN Anastasius WP AUG. En latin, Dominus Noster Anastasius Perpetuus Augustus, qui veut dire notre Seigneur Anastase, perpétuel Auguste. Nous voyons le buste casqué d'Anastase, de face, tenant de la main droite une lance placée sur l'épaule, et de la main gauche un bouclier orné d'un cavalier bondissant à droite. Il porte un diadème perlé, un casque orné d'un triple motif bouleté, une fibule perlée au-dessus du bouclier, sa cuirasse est décorée et ornée de 2 annelés pointés. Sur le revers est écrit la légende Victoria Augustorum, la victoire des Augustes. La victoire est debout, à gauche, tenant une longue croix de la main droite, une étoile à 7 traits dans le champ de gauche, le revers de cette étoile est globulé en cœur. Cette victoire est stylisée avec le bras haché et l'aile désarticulée. Maintenant, après avoir vu cette monnaie, nous allons parler de Clovis et de toute son histoire. Du déclin de l'Empire romain d'Occident et des invasions barbares résulte l'établissement durable des royaumes barbares dans l'Empire et notamment en Gaule. Ces peuples fraîchement installés occupent des parties de territoire avec le statut de fédérés, en fournissant à l'Empire romain des contingents militaires pour repousser les autres peuples envahissants. Puis, avec la chute du pouvoir romain en Occident, il se constitue bientôt en royaume indépendant et cherche à s'étendre au détriment des territoires voisins, comme le feront les Francs saliens. Les Francs sont un peuple germanique apparaissant sous la forme d'une confédération de tribus au moment des grandes invasions. Ils apparaissent au début du 1er siècle dans la source latine. Le terme désigne probablement une ligue ou une confédération de peuples germaniques installés sur la rive droite du Rhin inférieur, au-delà des frontières de l'Empire romain. Les Francs se divisent en 2 groupes, les Francs rhénans et les Francs saliens. Si le premier groupe allait rapidement disparaître au profit du second, ce dernier va être à l'origine d'une des plus grandes aventures de l'histoire de France. En 287, l'empereur romain Maximien lance une campagne militaire en Germanie contre les Francs. Après plusieurs combats, les Francs saliens se rendirent et devinrent des sujets de l'Empire romain. Maximien les déplaça en Germanie inférieure, ce qui correspond à peu près à la Belgique actuelle, faisant d'eux la première tribu germanique à s'installer définitivement dans l'Empire romain. Quand Clovis apparaît dans l'histoire, les Francs saliens occupent le nord de la Gaule vers 440. Les Allemands sont situés en Germanie supérieure, à la frontière du Rhin. Depuis 418, les Wisigoths, qui sont ennemis des Francs, dominent un vaste territoire au sud-ouest de la Gaule, dont la frontière est marquée par la Loire, le Rhône et la Durance. Les Burgondes sont établis à l'est de Lyon, sur un espace qui s'étend de Langres à la Durance. Les Ostrogoths, eux, sont en Italie, après l'avoir conquise en 493. Et enfin les Bretons, fuyant leur île, s'installent en Armorique au milieu du 5e siècle. Les Francs constituent une ligue de peuples germaniques qui, bien qu'ayant établi un traité ou fédus avec l'Empire, sont restés païens à la différence des peuples romanisés tels que les Burgondes, Ostrogoths ou Wisigoths. Clovis est le fils du mérovingien Childéric Ier, roi des Francs saliens, et de la reine Bassine de Thuringe. Il est né à une date incertaine, sûrement aux alentours de l'année 466. De cette union naîtra 3 autres enfants. Aldoflède, qui sera baptisée en même temps que lui, elle devient religieuse mais meurt quelque temps après. Lantilde, qui sera également baptisée, et Odoflède, que Clovis mariera en 495 à Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths en Italie. Vers 6 ou 7 ans, son père prend en charge son éducation, et même s'il lui est impossible de combattre avant l'âge de 15 ans, Clovis reçoit une instruction basée sur la guerre, les activités sportives, l'équitation et la chasse. Il parlera le francisque, et devant succéder à son père à la tête d'une province romaine, il apprendra le latin. À la mort de son père en 481 ou 482, Clovis hérite d'un royaume allant de Reims jusqu'à Amiens et Boulogne, à l'exception de la région de Soissons qui est contrôlée par Syagrius. Clovis prend donc la tête du royaume franc salien.
Les Francs, anciens fidèles serviteurs de Rome, n'en demeurent pas moins des Germains, barbares païens, bien éloignés par leur mode de vie des Gaulois romanisés par 5 siècles de domination et d'influence romaine. Alors qu'il est âgé de 15 ans, rien ne disposait ce petit chef barbare parmi tant d'autres à supplanter ses rivaux. Sa réussite militaire doit évidemment à ses qualités personnelles de chef, mais surtout sur l'acquisition depuis longtemps par les siens de l'expérience romaine de la guerre. La discipline exigée de ses soldats lors de l'épisode de Soissons en témoigne, ainsi qu'à sa conversion au christianisme et de son alliance avec les élites gallo-romaines. Toute sa vie, Clovis s'efforce d'agrandir le territoire de son royaume avant que ses enfants ne le partagent entre eux. Peu à peu, Clovis conquiert toute la partie septentrionale de la France actuelle. Il s'allie aux Francs rhénans, puis aux Francs de Cambrai, dont le roi Ragnacaire. Avant 486, Clovis choisit de renforcer ses positions en contractant un mariage avec une princesse de la monarchie franque-rhénane, Évochilde, qui mourut rapidement, mais de cette courte union naîtra un fils, Thierry Ier. Cette alliance a souvent été interprétée comme une alliance tactique avec ses voisins orientaux, lui permettant de tourner ses ambitions vers le sud. Le royaume des Francs rhénans s'étend dangereusement sur la Belgique seconde, mais grâce à cette alliance avec Clovis, ils assurent la possession des cités de Metz, Toul, Trèves et Verdun que les Alamans menacent. Pour assurer l'expansion de son domaine, Clovis n'hésite pas à éliminer tous les obstacles. Il fait assassiner tous les chefs saliens et rhénans voisins, afin de s'assurer également que seuls ses fils hériteront de son royaume, et même certains de ses compagnons et certains membres de sa famille. Quelques années après son alliance avec les Francs rhénans, il entame une série d'offensives contre la Germanie rhénane et transrhénane, le tout à la tête de quelques milliers d'hommes au départ. Mais plus que les armes, qui sont très efficaces, c'est semble-t-il le savoir-faire acquis au service de l'Empire romain et contre les autres barbares, qui rend possible les succès militaires des guerriers de Clovis. Malgré de durs combats, Clovis sait néanmoins s'imposer assez rapidement, parce qu'il paraît romanisé et semble être le moins mauvais maître que la plupart des autres prétendants. Ah, au moins il est chrétien, auraient dit les Gallo-Romains. Il aurait eu d'ailleurs un conseiller gallo-romain, Aurelianus. À l'inverse des Visigoths, qui tiennent l'Aquitaine d'une main de fer et ne font aucun effort pour se rapprocher des Gallo-Romains qu'ils dominent. À partir de 486, Clovis mène l'offensive vers le sud. Il emporte les villes de Senlis, Beauvais, Soissons et Paris, dont il pillera les alentours. Il livre la bataille de Soissons contre Syagrius, qui est considéré comme l'ultime représentant d'une légitimité romaine déclinant depuis une dizaine d'années. La bataille débute près de Soissons, peut-être au-dessus de Juvigny, non loin de la rivière de l'Ailette. Clovis a la désagréable surprise de constater que son allié, le roi Cararic, et son armée se tiennent à l'écart du champ de bataille sans engager le combat, et attendant l'issue de la bataille. Malheureusement pour lui, la victoire va pencher du côté de Clovis. Les troupes en présence sont peu nombreuses, on peut estimer à 30 000 en tout le nombre de combattants. Les forces de Syagrius se composent de la 25e Légion, avec en plus des milices de Soissons et des villes alentours. L'armée de Clovis, elle, ne totalise pas plus de 6 000 combattants, et celle de Ragnacaire est encore moins nombreuse. À l'issue de l'affrontement, Syagrius est battu. Il quitte aussitôt le champ de bataille pour se réfugier auprès d'Alaric II, le roi des Visigoths. Clovis envoie des émissaires à Alaric pour réclamer de lui restituer Syagrius. Il le menace de représailles et de lui déclarer la guerre si le grand général romain ne lui était pas rendu. Les Visigoths s'exécutèrent et livrèrent Syagrius à Clovis, qui le fit égorger quelques années plus tard, pour ne pas susciter de rancœur entre Romains et barbares. C'est après cette bataille qu'a lieu, selon Grégoire de Tours, l'épisode du vase de Soissons. Contre la loi militaire du partage, après une victoire, Clovis demande à soustraire du butin un vase liturgique précieux pour le rendre à la demande de Rémy, l'évêque de Reims. Après avoir réuni le butin, Clovis demande à ses guerriers de pouvoir ajouter le vase à sa part du butin avant même le partage. Mais un guerrier s'y oppose en frappant le vase de sa hache. Clovis ne laisse transparaître aucune émotion et réussit malgré tout à rendre le vase à Rémy. L'épilogue se produit le 1er mars 487.
Clovis ordonne à son armée de se réunir au champ de Mars pour, selon une pratique romaine, une inspection des troupes et examiner si les armes sont propres et en bon état. Inspectant ses soldats, il s'approche du guerrier qui l'année précédente avait frappé le vase destiné à Rémi, et sous prétexte que ses armes étaient mal entretenues, il jette alors la hache du soldat à terre. Clovis abat sa propre hache sur la tête du soldat, le tuant net. Sur ordre de Clovis, l'armée doit se retirer en silence, laissant le corps exposé au public. Et là j'ai envie de dire que la vengeance est un plat qui se mange froid. Le testament de Rémi fait mention d'un vase en argent qui aurait été donné par Clovis, mais qui aurait été fondu pour fabriquer un encensoir ou un calice. Nous pouvons donc imaginer que le vase de Soissons ne fut pas cassé complètement, car comme le précise Grégoire de Tours, il fut rendu à celui qui le réclamait, en l'occurrence l'envoyé de l'évêque Rémi. Il était sûrement en métal précieux comme tout vase liturgique, il fut donc légèrement endommagé par le coup de la hache du soldat. Au début des années 490, Clovis s'allie avec le puissant Théodoric, roi des Ostrogoths, qui non seulement est en train de devenir maître de toute l'Italie, mais soigne aussi son image de représentant légitime envers les empereurs installés à Constantinople, Zénon puis Anastase Ier. Pour renforcer l'alliance, Théodoric épouse en 492 une sœur de Clovis, Odoflède. Vers 493, Clovis épouse Clotilde, nièce de Gondebaud, roi des Burgondes. Fort de ses alliances avec Ostrogoths et Burgondes, Clovis a les mains libres pour continuer son expansion territoriale. En 491, Clovis déclare la guerre aux Thuringiens, qui est l'ancienne patrie de sa mère Bassine. Dirigé par le roi Cararic, il s'était joint à Clovis à la bataille de Soissons contre Syagrius. Mais ayant attendu le déroulement de la bataille avant d'intervenir, Clovis finit par le soumettre et de le faire tondre avec son fils. Mais, après avoir eu connaissance de menaces de mort le concernant, Clovis décide finalement de les faire assassiner et de s'emparer du royaume thuringien. Les Alamans, qui sont un peuple confédéré germanique, sont fixés de part et d'autre du Rhin, et se montrent menaçants notamment envers les villes de Trèves et de Cologne. Clovis rassemble une armée et se porte donc au secours du roi franc rhénan, Sigbert le Boiteux, qui subit leur invasion. On sait peu de choses sur cette bataille, mais il semble que ce soit pendant la 15e année de son règne, c'est-à-dire en 496 qu'a lieu la bataille de Tolbiac. Clovis veut prendre à revers les Alamans, qui assiègent son allié dans la place forte de Tolbiac. Mais peu avant son arrivée, son allié Sigbert le Boiteux se rend aux Alamans. Et ceux-ci, libres du siège de la place forte, se retournent contre les Francs, qui se retrouvent en infériorité. D'après Grégoire de Tours, ne sachant plus à quel dieu païen se vouer, et voyant ses guerriers se faire massacrer, Clovis sentit la bataille lui échapper. Ému jusqu'aux larmes, il suivit le conseil de sa femme Clotilde, et prit alors le Christ en lui promettant de se convertir s'il lui accordait la victoire. La même promesse que fit l'empereur romain Constantin Ier en 312, lors de la bataille du pont de Milvius. Au cœur de la bataille, alors que Clovis est encerclé et va être pris, le chef de guerre alamand est tué d'un coup de francisque. Ce qui met son armée en déroute. Cette victoire permet au royaume de Clovis de s'étendre jusqu'à la Haute-Rhénanie et met un terme de plusieurs années à la menace alamane. Et d'autre part, il gagne la fidélité de ses francs, longtemps appelés francs rhénans. L'évêque Rémi enseigne à Clovis le catéchisme, et lors de Noël d'une année comprise entre 493 et 511, Clovis passe à la face des demandeurs et reçoit alors le baptême avec 3000 guerriers. Ainsi, le baptême de Clovis marque le début du lien entre le clergé et la monarchie franque. Dorénavant, le souverain doit régner au nom de Dieu. Ce baptême lui permet également d'asseoir durablement son autorité sur la population gallo-romaine et chrétienne. Au sud, trois puissances exercent leur domination. Les Visigoths au sud-ouest, les Burgondes au sud-est, les Ostrogoths plus loin en Italie. Clovis noue des alliances successives pour continuer l'expansion de son royaume, sans avoir à affronter une coalition hostile face à lui. Pendant les années 496 à 498, les Francs de Clovis mènent plusieurs expéditions militaires vers le royaume wisigoth de Toulouse. Le général wisigoth Suatrius ne peut empêcher les Francs de s'emparer de la cité de Burdigala, Bordeaux. En 499, pour sécuriser ses territoires à l'ouest, Clovis signe un pacte d'alliance avec les Armoricains et les Bretons. Clovis s'allie également avec le roi burgonde Godégisile, qui veut s'emparer des territoires de son frère Gondebaud. Mais, dans la même année, Clovis décide d'attaquer le territoire de Gondebaud, qui n'est pas au courant du pacte passé entre Clovis et son frère Godégisile. Gondebaud décide d'appeler son frère à l'aide pour contrer l'incursion franque. Grosse erreur. La rencontre a lieu au sud de Dijon, à la forteresse septentrionale du royaume burgonde. En pleine bataille, Godégisile se retourne contre son frère Gondebaud
et passe du côté franc, sans surprise. Dans le camp de Gondebaud, c'est la débandade. Le chef burgonde est contraint de se replier en catastrophe à Avignon. Alors que Clovis poursuit le roi vaincu, son frère Godégisile rentre à Vienne et y prend tranquillement sa place, soutenu par une garnison de 5000 hommes que le roi franc lui a laissée. Pendant ce temps à Avignon, Clovis voit qu'il ne pourra pas faire capituler la ville. Le siège s'éternise et le roi wisigoth Alaric se porte au secours de Gondebaud. Clovis va se retirer, mais en échange de son départ, il va quand même négocier un important tribut. Clovis et Gondebaud se réconcilient et signent un pacte d'alliance pour lutter contre les Visigoths. Alliance contre alliance, c'est sans fin. Pour manifester l'équilibre de cette alliance, en 502, son fils Thierry Ier épouse en seconde noces Suavégoth, la fille du roi burgonde. Du coup, Gondebaud peut se retourner contre son frère Godégisile et peut assiéger Vienne pour récupérer son trône. Très inquiet de l'expansion des Goths chrétiens et avec l'appui de l'empereur romain d'Orient Anastase Ier, Clovis s'attaque alors aux Visigoths qui dominent une majeure partie de la péninsule ibérique et le sud-ouest de la Gaule, jusqu'à la Loire au nord et jusqu'aux Cévennes à l'est. Au printemps 507, les Francs lancent leur offensive vers le sud, franchissant la Loire vers Tours, pendant que les alliés burgondes attaquent à l'est. L'armée franc est sous le commandement de Clovis et de son fils aîné Thierry Ier. Du côté des Visigoths, Alaric II prend la tête d'une armée pour arrêter l'avancée franc. Les deux armées se font face dans la plaine de Vouillers, près de Poitiers. Le combat débute à l'aube, l'armée Visigoth charge celle des Francs avec sa cavalerie. La francisque, arme traditionnelle des troupes de Clovis, répond au galop des cavaliers en faisant un ravage. Les deux camps s'opposent ainsi au corps à corps, l'affrontement est terrible. Mais une intervention de Clovis va faire pencher la bataille du côté des Francs. Alors que les combats ont à peine débuté, Clovis s'avance pour défier Alaric au combat singulier. Le roi wisigoth meurt sous les coups du roi franc. Voyant cela, les troupes d'Alaric sont désemparées et s'enfuient vers le sud. Nous sommes en milieu de matinée, la bataille de Vouillers s'achève sur cette victoire franque. Cette victoire permet au royaume de Clovis de s'étendre en Aquitaine et d'annexer tous les territoires auparavant visigoths entre la Loire, l'Océan et Pyrénées. Les Visigoths n'ont d'autre solution que de se replier en Hispanie. Les Burgondes, quant à eux, font main basse sur la Provence et sa partie méridionale. En 508, après sa victoire sur les Visigoths, Clovis reçoit de l'empereur d'Orient Anastase Ier le consulat honoraire avec les ornements consulaires, ce qui lui permet de célébrer à Tours un triomphe à la mode antique. Pendant les 2 années qui précèdent sa mort, Clovis s'empare du royaume franc de Sigebert le Boiteux, après l'avoir fait assassiner par l'intermédiaire de son propre fils, Clodéric, mais lequel meurt à son tour après une manœuvre de Clovis qui étend ainsi son territoire au-delà du Rhin. Mais Clovis ne s'arrête pas en si bon chemin, il fait exécuter ses cousins, les rois Cararic et Ragnacair, avec ses frères Riquier et Rignomère, dans la cité du Mans. Et encore un autre de ses frères pour s'emparer de leur royaume et éviter un partage entre les deux. Et Clovis est désormais le maître d'un unique royaume correspondant à la portion occidentale de l'ancien empire romain, mais à l'exception de l'île de Bretagne, des régions méditerranéennes, des vallées du Rhône et de la Saône. En 508, Clovis décide de faire de Paris, la ville de Sainte-Geneviève, sa résidence principale. Le couple royal fait remplacer l'édifice en bois par la basilique des Saints Apôtres. C'est la première ascension au statut de capitale de l'ancienne Lutèce, qui portera désormais le nom de l'ancien peuple gaulois les Parisis, Paris. Ces raisons sont sans doute principalement stratégiques. La cité ayant été une ville de garnison et une résidence impériale au temps des Romains, elle bénéficie d'une défense naturelle et de bonnes situations géographiques. Childéric Ier avait tenté de s'en emparer en assiégeant à 2 reprises, mais sans succès. Voici l'île de la Cité, qui est reliée par 2 ponts, un au nord et l'autre au sud. La ville est protégée par un rempart et entourée de terres et d'une forêt. Du coup, Lyon, l'ancienne capitale des Gaules, perdra définitivement son statut et sa suprématie politique. Clovis meurt à Paris le 27 novembre 511, âgé de 45 ans. Il semblerait qu'il ait succombé à une infection aiguë au bout de 3 semaines. Selon la tradition, il aurait été inhumé dans la basilique des Saints Apôtres, qui deviendra par la suite l'église Sainte-Geneviève. À sa mort, ses fils se partagèrent conformément à la tradition franque, le royaume qu'il avait mis toute sa vie à réunir, et sera partagé en 4 parts équivalentes. Thierry Ier sera roi de Reims, Clodomir, roi d'Orléans, Childebert, roi de Paris, et Clotaire Ier, roi de Soissons. Clodovecus, Chrodikildis,
Clotacurius, Clodoveus, Ludovicus, donc Clovis. La diversité des appellations témoigne d'un monde en pleine mutation, dont Clovis a été le principal artisan de son vivant et encore davantage après sa mort. Charlemagne, en donnant à son fils le nom de Ludovic, plus connu sous le nom français de Louis, mesurait bien l'importance de la légitimité originelle de l'illustre chef de guerre. Après Louis Ier le Pieux, 16 autres monarques porteront le nom de Clovis. Le monde de Clovis, c'est tout d'abord la fin d'un monde, celui de l'Empire romain. C'est surtout le début d'une longue gestation qui prendra fin avec les Carolingiens et qui sera suivie d'une longue maturation avec les Capétiens. Les esquisses de ce que sera le monde pendant près de 1300 ans. Clovis est l'union entre la royauté et l'Église, à l'intérieur d'un territoire qui va continuer à s'agrandir et qui ne s'appelle pas encore France. Au XIVe siècle, l'imagerie de Clovis refit surface par le biais d'un symbole, les 3 fleurs de lys évoquant une trinité virginale qui allait orner les armoiries royales. La fleur de lys est un symbole qui se met sur les blasons, étendards, pièces de monnaie, utilisées sous les Carolingiens, mais c'est à partir des Capétiens, Louis VII, qu'elle figure officiellement partout sur le champ d'azur pour signaler que cette fleur de lys, c'est la monarchie, c'est la royauté française. La légende raconte qu'à la veille de la bataille de Tolbiac en 496, un ermite qui avait reçu la visite d'un ange conseilla à Clotilde, la femme de Clovis, de remplacer les 3 crapauds qui ornaient les boucliers des guerriers francs par 3 fleurs de lys. C'est ainsi que dans le contexte de la guerre de 100 ans, 8 siècles plus tard, il était important de faire remonter l'origine du pouvoir temporel du roi de France à Clovis, pour combattre le nouvel hérétique anglais.